Le Niger est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et pourtant, au cœur du Sahara, son sous-sol possède des gisements d'uranium parmi les plus importants au monde. Depuis leur découverte dans les années 60, l'entreprise française Orano, qui s'est longtemps appelée Areva, exploite 2 mines immenses. Elle en extrait cette poudre jaune, le carburant de nos centrales nucléaires. Dans les années 70, la fièvre de l'uranium attire des dizaines de milliers de Nigériens et fait sortir de terre 2 villes, Arlit et Akokan. Chacune est accolée à une mine. Celle de la Somaïr, grande comme la moitié de la ville de Paris, est encore en activité. Celle de la Cominac a fermé ses portes en 2021, une fois les filons d'uranium épuisés. Sa cité minière, Akokan, est désormais à l'abandon. Sur les 60 000 personnes qui vivaient ici, il ne reste plus que 3 000 habitants. Une fois dissipés les mirages de l'uranium et ses promesses d'avenir meilleur, les populations d'Akokan et d'Arlit découvrent les conséquences de 50 ans d'extraction de l'uranium dans leur région. Un environnement contaminé et le mode de vie traditionnel des Touaregs bouleversé à jamais. À seulement 5 km de l'ancienne mine, Orano avait construit la ville d'Akokan pour accueillir les travailleurs et leurs familles. Yaro Munkaila était venu du Dosso, une région à plus de 1000 km dans le sud du Niger, dans l'espoir d'une vie meilleure. Il a travaillé dans l'usine de traitement de l'uranium de la Cominac pendant 9 ans, avant d'être licencié en 2021. En partant, la multinationale a rasé des quartiers entiers de la cité minière qu'elle jugeait en mauvais état. En quelques mois, Akokan s'est transformé en ville fantôme. Quand ils ont fermé la mine, ils ont coupé l'eau et l'électricité. Vous voyez, la ville ne ressemble plus à rien. Les maisons sont à moitié détruites. Regardez à quoi ressemble cet endroit. Regardez par vous-même, ils ont tout détruit. Il n'y a plus rien. Quand la mine était encore en activité, les employés vivaient ici. Tout cet espace-là. Il y avait des maisons jusqu'au fond là-bas. Quand la Cominac a fermé, ils ont tout cassé et c'est devenu ce terrain vide. À la fermeture, Orano dit avoir indemnisé en fonction de leur ancienneté 700 mineurs sur les 1400 travailleurs du site. Les autres étaient employés par des sous-traitants, comme Yaro. Lui dit n'avoir reçu que 450 €, l'équivalent de 3 mois de salaire. Le seul revenu du foyer depuis 2 ans, le salaire de sa femme Nafissa, institutrice dans la ville voisine d'Arlit. Est-ce qu'il reste des aliments ou tout est fini? Non, il n'y a plus rien. Si Dieu le veut, on aura de l'argent pour payer les factures. Et j'irai acheter de la nourriture pour le ramadan. Attrape ça. Voilà, déplie-le. C'est bon. Quand mon mari travaillait, tout se passait bien. On avait des vivres chaque mois, des sacs de riz, des boîtes de pâtes. On achetait de la viande aussi pour faire de la sauce de temps en temps. On variait même avec du poisson et d'autres choses. Mais maintenant que mon mari est à la maison et qu'il n'a plus d'emploi, c'est moi qui dois travailler pour faire vivre cette famille.
Orano avait promis qu'ils allaient nous aider à trouver un nouveau travail. Mais ils n'ont rien fait. Trop pauvres pour rentrer dans leur région d'origine, Yarou et sa famille ne savent pas combien de temps ils pourront survivre ici. Pour répondre aux critiques qui lui sont adressées, Orano a convié une poignée de journalistes à un voyage de presse. La multinationale assure avoir investi 6 millions d'euros dans la reconversion des anciens travailleurs. Les services de communication nous emmènent à quelques kilomètres d'Akokan pour nous présenter ce que l'entreprise considère être le projet d'avenir de la région. Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous voir. Plaisir aussi de vous revoir. On vous amène des journalistes. Ah bon? Ça va, bonjour. Bonjour, merci. Le directeur de la communication d'Orano, Gilles Récochet, nous présente le préfet, Noura Malansani. Pour eux, ce programme de maraîchage serait l'alternative à la fermeture des mines. Donc, le melon, là, ça peut durer jusqu'à combien de temps avant de produire? Ça, c'est à peu près 2 mois. 2 mois. 2 mois, c'est trop, hein? C'est le temps. Parce C'est le qu'on temps. a eu le temps. On n'a pas eu le temps d'améliorer ça depuis. D'améliorer, ok, d'accord. Mais prochainement, vous allez... Prochainement, Inch'Allah. D'accord. Hein? Tout prend plus de temps que prévu, j'ai l'impression. Tout là, c'est prendre du temps qui est prévu, même ici. Ça a pris un coup, mais c'est pas grave. Je pense que vaut mieux bien faire que de ne jamais faire. Alors que la mine a fermé il y a plus de 2 ans, ces champs de melons ont été plantés 3 semaines avant notre visite et emploient une vingtaine de personnes. Orano a financé des puits pour pomper l'eau des nappes phréatiques. Il y avait eu beaucoup de retards. La population a voulu avoir ça tôt, mais ce retard est dû juste pour bien avoir un bon projet, pour que ça soit durable. Ce n'est pas un mauvais retard, c'est un retard vraiment stratégique. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui ont perdu leur travail là-bas vont se voir reconvertis dans le domaine maraîcher et ça serait une bonne chose. Les gens qui ont perdu leur emploi, il y en a beaucoup qui sont à la retraite. Il y en a qui sont en auto-entrepreneuriat, qui ont été même aidés par Cominac. On s'était engagé dans la fermeture à avoir 90% de personnes qui aient une proposition validée, actée de nouvel emploi. Et on est aujourd'hui à 87%. Ce chiffre avancé par Orano est impossible à vérifier. À Akokan, les anciens salariés de la multinationale et de ses sous-traitants décrivent une toute autre réalité. Yarou Munkaila et ses anciens collègues tuent le temps dans ce que l'on appelle ici la fada, un lieu où les hommes se retrouvent pour boire le thé. Tous affirment être sans emploi depuis la fermeture de la mine. En fada, c'est comme on n'a rien à faire, quoi. C'est pour cela qu'on vient ici pour le chômage technique, quoi. On ne fait rien, on cause, on mange, après on part à la maison pour dormir, c'est fini. Il ne faut pas qu'ils vous mentent là-dessus, il n'y a aucune reconversion. C'est des projets, on a rempli des papiers, on a rempli tout, mais il n'y a rien, il n'y a aucun qui a été reconverti. Certains ont effectivement reçu des formations, mais bien trop succinctes selon eux. Moi, j'ai bénéficié d'une formation de 3 jours en informatique. C'est ça la reconversion que moi j'ai bénéficié à Cominac. Vous convenez avec moi quoi, avec une formation de 3 jours en informatique, comment est-ce que je peux gagner du boulot avec cette formation? C'est difficile. L'uranium apporte beaucoup d'argent pour Orano. Nous les travailleurs, on travaille, qu'est-ce qu'on gagne? Pour ces hommes qui ont travaillé toute leur vie à la mine et ne connaissent aucun autre métier, trouver un nouvel emploi au milieu du désert semble impossible. Vivre à proximité des mines d'uranium, c'est aussi s'exposer à un risque invisible, la radioactivité. La ville voisine d'Arlit compte encore 140 000 habitants. Après avoir travaillé à la mine pendant 20 ans, chargé notamment des mesures de radiation, Al-Mustafa Al-Hassan a changé de camp. Depuis 2001, ce militant dirige une association qui dénonce la présence de déchets radioactifs dans la ville. Donc vous voyez les ferrailles qui viennent d'Areva, comme c'est bien écrit. Donc tout ça, c'est des ferrailles qu'on a récupérées à l'usine.
et qui sont ici sur le marché. J'ai un appareil pour mesurer, un compteur chercheur, pour voir les matériaux qui sont contaminés. Vous voyez, elle n'est pas contaminée, celle-là. Donc ici, 41, 44. Ça monte. C'est très inquiétant. 50. Son compteur Gégère indique 0,5 microsieverts par heure, soit plus de 3 fois la dose naturelle de radioactivité. Selon des études scientifiques indépendantes, ces taux relativement faibles peuvent représenter un danger pour la santé sur le long terme. D'autant que ces métaux contaminés sont recyclés. Les gens s'en servent pour faire des poutres, ils s'en servent pour faire des ustensiles de cuisine, ils s'en servent pour faire des hangars, ils s'en servent pour beaucoup de choses. Et ça pose un problème sanitaire, si vous voulez. En 2010, sous la pression de la société civile, Areva, renommée depuis Orano, accepte de mesurer la radioactivité en ville et s'engage à reconstruire chaque bâtiment contaminé. La maison que nous montre Al-Mustafa aujourd'hui a été identifiée comme dangereuse il y a 4 ans. Son propriétaire a débuté lui-même des travaux suite à des infiltrations. 74, 75. Au-dessus des 20, déjà à 30, ce n'est pas conseillé d'y vivre. Normalement, c'est Areva qui devrait le faire, Orano qui devrait reconstruire cette maison. Mais Areva traîne les pieds. Aujourd'hui, il en a marre, il a commencé à construire la maison lui-même. Mais malheureusement, il a remis les mêmes poutres. Et c'est des chambres où les enfants vivent et les femmes vivent. Des gens viennent mesurer la radiation dans les maisons. Leurs machines font bip bip bip. Et même si nous, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, on n'est pas bête. La radiation existe puisque les gens tombent malades. Je suis vraiment scandalisé. Si on ne peut pas profiter de notre uranium, au moins qu'ils gardent leur merde là-bas, c'est-à-dire tout ce qui est contaminé, qu'ils fassent en sorte que ça soit bien gardé. C'est tout ce qu'on leur demande. Les militants comme Al-Mustafa se plaignent d'un autre risque, la présence de poussière contaminée dans l'air. À 5 km d'Akokan, les reliefs qui se dessinent à l'horizon ne sont pas des montagnes, mais 20 millions de tonnes de déchets radioactifs. Le résultat de presque 50 ans d'extraction de l'uranium. Au moment de la fermeture de sa mine, Orano s'est engagé à ne laisser aucune trace de son passage. Pendant notre voyage de presse, la directrice du réaménagement du site tient à nous montrer les avancées. On vous a remis ici des photos avant. Toutes les installations que vous voyez ici, tout a été démantelé, donc c'est aujourd'hui un chantier qui est terminé. L'usine a certes disparu, mais les déchets issus du traitement de l'uranium sont pour l'instant laissés à l'air libre, sur plus de 120 hectares. Hop, on va descendre. Dans le jargon minier, c'est ce que l'on appelle une verse. Orano réalise en ce moment des essais pour la couvrir de plusieurs couches d'argile et de roches, afin d'empêcher l'émanation du radon, un gaz radioactif cancérigène. L'argilite a des propriétés imperméables qui permettent de faire du coup une couche étanche avec le résidu et donc de protéger de l'érosion. Et une des raisons pour lesquelles vous faites cette couverture, c'est aussi pour protéger les populations? Bien sûr. Ces capotés donc atténuent significativement l'émanation du radon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un réseau de surveillance qui est en place depuis plus de 40 ans et qui montre que la verse n'a aucun impact sanitaire sur les populations. Et ce réseau de surveillance est maintenu en place pendant les opérations de réaménagement. C'est la promesse d'Orano. Son activité minière ne présente aucun risque pour la santé. Et pour nous le prouver,
Les équipes de communication nous entraînent dans l'un des 2 hôpitaux construits par l'entreprise. Bonjour, enchanté. Vous êtes les bienvenus. Merci. Vous allez bien? Ça va, oui, ça va très bien. Ça va très bien. Merci de nous accueillir. Ici, les soins sont dispensés gratuitement aux salariés et à leurs familles. Devant notre caméra, les médecins affirment ne jamais avoir recensé un seul cas de maladie liée à la radioactivité. Le temps de développement de la maladie est tellement long. C'est en poste professionnel que généralement on les soupçonne. Les mineurs retraités, eux, sont suivis par un observatoire de santé, l'OSRA, un organisme financé par Orano. Aujourd'hui, les résultats ne donnent pas d'identification de maladie en liaison avec les rayonnements ionisants. On ne va pas demander à l'OSRA de sortir des maladies pour satisfaire une partie de la population qui pense qu'ils sont malades. Il y a des médecins, nous on fait confiance aux médecins. On finance des études, on finance des docteurs et on finance une structure dont on n'a pas le pouvoir. Après, vous pouvez considérer qu'il y a un conflit d'intérêts. Nous, on considère qu'au contraire, c'est un engagement sociétal. C'est une façon de voir les choses. Grâce à ces études, l'entreprise est capable d'affirmer qu'en 50 ans, l'extraction de l'uranium n'a provoqué aucune maladie professionnelle liée à la radioactivité. De nouveau, ces conclusions sont impossibles à vérifier, mais sont remises en cause par les témoignages de ces femmes de mineurs. Venez, entrez. Plusieurs d'entre elles affirment avoir perdu leur mari à la suite de cancer. Quand les Blancs sont venus, ce sont nos maris qui ont commencé à creuser les carrières de la mine. Oui, nos maris travaillaient ensemble. Il y a des gens qui étaient en surface et d'autres dans les tunnels. Mon mari, lui, travaillait dans les tunnels, là où on extrait l'uranium. Et je sais que c'est là qu'il a attrapé la maladie. Cette femme affirme que son mari est mort d'un cancer des intestins, à 60 ans. Son amie, elle, aurait perdu le sien suite à un cancer des poumons. 2 maladies qui peuvent être liées à la radioactivité. Lors de ses visites médicales annuelles, on lui disait qu'il n'y avait rien à signaler. Mais les médecins ne disent pas la vérité car ils sont complices. Ils sont tous complices. Quand il est décédé, il lui restait 2 ans avant la retraite. Moi, le mien est mort 5 mois après sa retraite. Il a pris sa retraite en octobre. Il est mort en février. Moi aussi, c'est la même maladie. Il lui restait 1 an avant la retraite quand il est décédé. Tous nos hommes ont été emportés par la maladie. Pas 1, pas 2, mais beaucoup. Tous ont été tués par les radiations. Et maintenant, il ne reste plus que nous, les femmes. Ce sont eux qui s'occupaient de tout dans nos vies. Et ils sont partis en nous laissant avec nos enfants. C'est insoutenable. En l'absence de reconnaissance de ces maladies professionnelles, ces veuves n'ont pas pu être indemnisées à la suite du décès de leur mari. Pour faire le lien entre radioactivité et cancer, Al-Mustafa Al-Hassen collabore avec la CRIRAD. Le président de ce laboratoire indépendant, Bruno Charéron, étudie l'impact des mines d'uranium en France depuis les années 80. Il s'est lui-même rendu au Niger en 2003 pour faire des relevés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les poussières radioactives, et à plus forte raison le gaz radon, peuvent être transportées par le vent sur des dizaines et des centaines de kilomètres. À partir du moment où vous avez un entreposage, un stockage de millions de tonnes de résidus radioactifs à l'air libre, il y a forcément impact sanitaire sur les travailleurs et sur la population. En France, le suivi sanitaire à long terme des anciens mineurs d'uranium montre un excès de décès par cancer du poumon, par pathologie des reins. Comment se fait-il que pour les mineurs du Niger, on ne voit pas la même chose? Al-Mustafa, comment tu qualifierais aujourd'hui le suivi de la santé des anciens travailleurs? C'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est des gens qui sont suivis, qui sont choisis par Orano. Comment obtenir une vision sincère
réelle, scientifique de la situation, si l'organisme qui chapeaute tout suivi sanitaire, c'est l'organisme qui est à l'origine de la pollution radioactive et chimique. Ce n'est pas logique. Malgré les alertes des associations, les autorités nigériennes semblent fermer les yeux. L'uranium est un secteur stratégique pour ce pays pauvre. Alors qu'en Europe, la crise énergétique pousse certains pays à relancer leur filière nucléaire, à Arlit, sur les ondes de la radio locale Rahama, seules quelques voix dissidentes s'élèvent contre l'héritage maudit de l'uranium. Chers auditeurs et auditrices de la radio Rahama, bonjour et bienvenue. Dans le débat que j'anime aujourd'hui avec des invités, nous parlerons de la fermeture de la mine de la Cominac. Nous reviendrons aussi sur la manière dont Orano a mené ses activités dans notre pays, le Niger. Parmi les invités aujourd'hui, Al-Mustafa Al-Hassen et des représentants de la société civile. D'autres gens tomberont malades dans le futur, pas seulement ceux qui sont déjà malades et que personne ne soigne. Les déchets qu'ils nous ont laissés sont nocifs pour nous et nos enfants. Et même nos petits-enfants grandiront avec. Ce n'est pas normal que l'uranium qu'on extrait ici aille en Europe pour alimenter l'Allemagne, la France et d'autres pays. Alors qu'ici à Arlit, il n'y a même pas assez d'électricité. Toi, dans ta radio, tu as combien de coupures d'électricité par jour? Ici, tout tombe toujours en panne. Ce n'est pas normal. Ali Al-Hassan, 28 ans, exprime la colère et le sentiment d'abandon de la jeunesse d'Arlit. Orano avait promis plusieurs choses, au niveau social et au niveau environnemental. Et ils n'ont rien respecté. Pourquoi ? Ils pensaient qu'on était des ignorants et qu'ils pouvaient nous manipuler, comme ils ont fait avec nos parents. Mais avec notre génération, ça ne sera pas la même chose. Moi, je suis né ici, je ne peux pas partir, c'est clair. Je vais peut-être moi-même avoir des enfants ici. Malgré les critiques qui fusent contre Orano, pour les jeunes comme Ali, travailler à la mine était l'un des seuls moyens pour sortir de la pauvreté. À la fin de ses études en électricité, Ali pensait rejoindre les rangs d'Orano, comme son père l'avait fait avant lui. Mais aujourd'hui, la multinationale n'embauche plus et selon ses estimations, la mine d'Arlit pourrait elle aussi fermer d'ici une vingtaine d'années, une fois les ressources d'uranium épuisées. C'était le rêve de tout jeune d'Arlit de travailler dans Orano. Parce que majoritairement, 90% des jeunes d'Arlit, dès qu'ils ont ouvert les yeux après les études, ils ne connaissent aucun travail si ce n'est pas les mines. Ali a fait un bac technique. Mais voici son seul travail aujourd'hui, faire du thé. Les jeunes d'ici ne pourront pas être éleveurs. Ils sont nés en ville et n'ont jamais appris. Et nous qui avons ce savoir-faire, on est devenus trop vieux. Maintenant que la Cominac a fermé et que l'autre mine de la Somaïr va fermer, que vont devenir nos enfants ? Le vieux Touareg avait servi de guide aux équipes françaises de recherche d'uranium dans les années 60. À l'époque, il avait troqué sa vie d'éleveur nomade pour un travail à la mine, espérant que ses enfants suivraient son exemple. Jamais il n'aurait imaginé que le désert puisse un jour reprendre ses droits. Après Akokan et Arlit, les équipes d'Orano prospectent à 80 km plus au sud, à Imouraren. Elles espèrent y ouvrir une nouvelle mine géante d'uranium d'ici à 2028.